Bonjour, bonjour Luce. Bonjour. Bonjour, nous sommes ensemble pour Testostéreur, la nouvelle bande dessinée ou roman graphique. Oui, même testostérore. Testostéreur. Testostérore, c'est vrai que ça a failli s'appeler testostéreur, parce que là-dedans, c'est un bouquin qui parle d'une épidémie qui touche la testostérone et qui s'appelle la testostérore. D'ailleurs, c'est pas forcément l'épidémie en tant que telle, c'est plutôt la réaction à l'épidémie. Mhm. Et testostérore, c'est l'adaptation plus, comment dire, avec un jeu avec les mots plus clair et plus évident, avec la testostérone. Voilà. Alors pardonnez-moi, c'est peut-être aussi mon accent qui vient Non, mais non, c'est très modifier un bien. petit peu. Mais c'est très bien. Oh là là, non. Non, non, c'était juste, Mais oui, c'était pas du mansplaining en plus. oui. Je voulais pas. Oh là là, ça y est, en plus, je me rends compte que je fais que je se réveille en moi le mal intrusif. Donc, paru le 11 octobre chez Albin Michel. Eh bien, si vous permettez, je vais dire quelques mots sur ce livre qui, pour moi, personnellement, est un livre d'émancipation masculine au comment, grâce à une épidémie, la testostérone, qui fait chuter les taux de testostérone chez les hommes, certains trouvent à cette occasion une chance de s'écouter, de changer, d'assumer pleinement leur sensibilité, tandis que d'autres hommes résistent de toute leur force pour conserver leur virilité et continuer d'imposer la domination patriarcale avant le grand remplacement. Donc, on arrive ici, nous sommes à 100, Pierre-le-Caillou est une ville, donc, et l'épidémie s'étend partout en France et dans le monde. Et durant une centaine de jours, nous allons vivre avec Jean Pat, tous les autres personnages, mais aussi Champion. Et Champion, c'est un chien qu'on voit dès la couverture avec Jean Pat. Alors, pour revenir sur cette idée de l'épidémie, Mhm. j'ai eu la chance d'entendre une interview de vous il y a quelques semaines Oui. dans laquelle vous étiez en train d'exprimer que vous aviez eu déjà cette idée d'épidémie bien avant l'épidémie de la Covid. Alors, est-ce qu'il y a eu des apports, finalement, des choses qui ont changé dans votre façon de concevoir votre livre avec l'épidémie de la Covid? Ah, bien sûr, ouais. Je pense que l'épidémie de la Covid a été une source scénaristique inattendue, Mhm. absolument inattendue. C'est vrai qu'au départ, j'étais parti sur, disons, une idée de roman presque de science-fiction, presque finalement, le point de départ était peut-être plus proche de Philippe Cadic que de notre réalité, mais finalement, Philippe Cadic et notre réalité se sont joints Mhm. au moment de la Covid, c'est très juste. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte à quel point, finalement, il ne fallait pas chercher si loin pour trouver des réactions étonnantes, pour trouver finalement des éléments scénaristiques pour ma bande dessinée qui allaient être moteurs pour la bande dessinée. Et moi, je cite souvent un exemple qui est un exemple assez marrant d'un homme que je connais, très mal alpha, on peut vraiment dire ça, quelqu'un qui a, qui a des responsabilités, qui est aussi pas forcément un patriarche, mais plutôt d'ailleurs euh, euh, ces nouveaux mâles alpha, c'est-à-dire qui quelque part ne s'occupent pas de leur famille, parce qu'on parle souvent du patriarcat et des patriarches, ça c'est aussi quelque chose qui est... qui a un peu changé aussi, c'est-à-dire que le mâle alpha n'est pas forcément quelqu'un qui s'occupe absolument de la famille. Mhm. C'est aussi quelqu'un qui s'occupe avant tout de lui-même, avec avec une espèce d'égocentrisme, de phallocentrisme presque adolescent, presque enfantin, Mhm. à mon sens. Et lui, il n'avait jamais fait les courses de sa vie. Jamais. C'est pas son truc. Même, j'avais assisté à une conversation où il disait, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de rêve d'aventure. Voilà, Mhm. ce truc, effectivement, encore un petit peu enfantin, quoi. Et là, il y a eu l'épidémie de Covid et il a paniqué, comme pas mal de personnes, hommes ou femmes. Et lui, il a paniqué dans un étrange sens. C'est-à-dire que pour la première fois de sa vie, il a fait des courses.
Il a fait des courses et il a ramené ce que lui imaginait d'essentiel pour sa famille. Mhm. Et finalement, il a ramené que des choses qui étaient pour lui, au fond. Et l'essentiel pour sa famille, c'était du saucisson, un tranche saucisson, c'était des cubis de rosé, c'était des chips, c'était énormément de saucisses congelées. Enfin, et de la purée de mousseline, et de la purée en poudre. Oui. Et quand j'ai vu ça, alors que moi, je préparais mon livre, mais un petit peu épisodiquement, parce Mhm. que j'avais pas de, comment dire, j'avais pas d'enjeu À proprement à dit. proprement dit de publication rapide, Mhm. parce que je travaillais sur Vernon Subutex Mhm. encore à l'époque. Mais je me suis dit, ça c'est une histoire. Ça, je Ouais. le garde. Et peut-être que c'est très révélateur de quelque chose qu'il faut que je travaille dans mon livre. C'est qu'est-ce qu'il y a au fond des hommes que eux-mêmes ignorent, en Hmm. fait. Qu'est-ce qui fait qu'un homme aussi alphaïsant euh, soit aussi switch si rapidement dans la peur. Alors, il y a quand même un début de réponse, du moins sur cette caractéristique de passage de patriarcat entre les hommes, puisque vous mettez en exergue quand même la relation de Jean Pat à son père Mhm. et la relation de Jean Pat à son fils. Oui. Et cette fameuse expression, la boîte à couilles, il faut sortir la boîte à couilles. Le papa de Jean Pat est quelqu'un qui a énormément influencé la façon comme Jean Pat a évolué Bien sûr. et a transmis lui-même. Bien sûr, je pense que le, je me suis pas mal intéressé justement au rapport euh, père-fils, fils-père, pas uniquement en lien avec le mien. Moi, j'avais un père qui écoutait plus David Bowie que Michel Sardou, par exemple. Mhm. Donc ça, j'ai plutôt eu de la chance. Mais j'ai vu autour de moi aussi des gens qui étaient en- pas forcément en bagarre avec leur paternel, mais qui reproduisaient beaucoup de choses de leurs ascendants. Et Mhm. il y avait un rapport ascendant-descendant chez les hommes qui est de l'ordre du référent. Et parfois de l'absence de référent eux-mêmes sont. J'ai trouvé dans mon entourage, les copains étaient assez aussi perdus dans leur rapport avec leur père. Et ça m'a beaucoup intéressé. J'ai lu un ouvrage de Alain Héril dont j'ai oublié le nom, Le titre. peut-être le titre, Mhm. qui est un sexologue qui a travaillé sur les hommes et sur leurs témoignages. Et je me suis rendu compte que, en fait, les hommes ne savaient pas trop quoi faire du mythe de la virilité qui était en eux ou qu'on leur avait inculqué. Mhm. Comme si, au bout du compte, il y avait Comme ce s'ils truc, étaient perdus, comme s'ils étaient perdus, mais sans. comme si ça faisait euh, partie comme si on était dans un bain dans un bain de masculinité ou de virilité depuis notre naissance, qui n'était pas, comment dire, qui n'était pas négociable, en fait, qui était comme ça, Mhm. euh, qui n'était presque pas amendable. Avec des marqueurs en plus très précis de la masculinité qui se transmet également. Bien Comme. sûr, il y a les marqueurs, ils sont aussi liés à la pop culture, ils Mhm. sont aussi, bah, c'est-à-dire aussi bah, quelles sont les représentations de héros. Mhm. Parce qu'il y a aussi beaucoup cette idée-là. En tout cas, moi, dans Mhm. le mythe de la vérité, c'est là où c'est plus le mythe de la vérité qui m'intéressait de travailler. Euh, c'est aussi cette idée de l'homme euh, euh, auquel on accole l'adjectif super, le super héros, le Mhm. super manager, l'homme qui dirige les hommes, euh, l'homme Et qui les retient femmes. ses émotions, et les femmes, bien sûr, oui, oui, et les Et- femmes, bien sûr, l'homme qui retient ses émotions, l'homme Mhm. performant sexuellement, euh, tout ce mythe de la virilité dans lequel bah, mon entourage, en tout cas familial, auquel mon entourage familial voulait que je ressemble aussi. C'est-à-dire que Mhm. dans ma famille, il y avait des hommes très, très alpha, et je voyais aussi quelque part un peu euh, mon père qui n'était pas tout à fait comme ça, et qui,
essayaient de ressembler à ces hommes-là. Jongler un peu Qui dans c'est ce qui qu'on oui, qui oui. exactement, Mmh. qui jonglaient avec la, masculinité des autres, avec la virilité des autres, avec ce truc un petit peu, étrange, où les avec une compétition intrasexuelle, Mmh mh. qui se traduisait aussi parfois par beaucoup de choses qu'on connaît par, inconsciemment, c'est-à-dire la voiture, la consommation, c'est-à-dire le fait d'avoir, le meilleur truc, Mmh. le meilleur, le dernier cri du portable, Mmh. là d'avoir, la le meilleur vin aussi, d'avoir, d'être le meilleur, cette, cette angoisse, cette injonction d'être le meilleur et je me suis posé la question de savoir où se situait cette injonction? À qui elle s'adressait cette injonction? Mmh. C'est-à-dire cette injonction s'adresse aux hommes mais, comment dire? Qui la demande, d'une part et à qui, on essaye de plaire quand on veut être Superman? Voilà, est-ce que c'est vraiment aux femmes Est-ce que ou c'est alors ce n'est pas aussi aux autres hommes? exactement, exactement. Moi, Mmh. je dans une logique Oui. hétérosexuelle, bien sûr, Mmh. et c'est une la logique comment dire? Du mâle alpha, elle est très hétérosexualisante aussi. Heu, c'est effectivement, heu en fait, c'est un leurre de croire, que celui qui veut avoir, la plus grosse bite pour résumer, c'est pour plaire à une femme. Mmh. Parce que si on fait un sondage, je pense pas que la grosseur du sexe, en largeur, en hauteur ou en longueur soit un atout Voilà, c'est pour, le seul atout je d'épanouissement, j'ai pas l'impression. Ou que oui. la performance, aussi, comment dire? Au lit soit un atout dans des relations entre hommes et femmes. Je pense que c'est surtout pour plaire aux autres hommes Mmh. et pour finalement réussir sa vie d'homme au milieu des autres hommes. Et je dis: «Mais, merde les mecs, est-ce qu'il faut pas remettre un petit peu en cause le mythe de la virilité dans lequel on a baigné pendant des années, dans lequel on continue de baigner encore, pour éviter de se fatiguer aussi?» Parce que c'est épuisant en fait. C'est épuisant d'essayer d'être le meilleur. Ce qui est génial, c'est justement, c'est qu'en lisant votre texte et en voyant vos images magnifiques qui habillent tellement et qui portent tellement tous les propos qui vous êtes en train de nous dévoiler, là, on va comprendre que derrière tout cela se cache beaucoup de détresse, y compris chez les hommes qui ne trouvent pas la clé pour amoindrir les impacts de cette virilité dans leur vie. Oui, il y a beaucoup de détresse, mais cependant, faut aussi replacer aussi un petit peu cette détresse dans un contexte, global. Mm. C'est-à-dire que malgré tout, la virilité est plus toxique pour les femmes Oui, que pour les hommes. bien Elle est sûr. plus toxique pour, le cercle familial Mhm. que pour les hommes eux-mêmes. Mais à la toute fin, il faut que les hommes co enfin, je pense qu'il faut qu'une partie des hommes comprennent que, cette virilité toxique, cette virilité, comment dire? Comment dire? C'est comme un Adep boomerang. oui, c'est un boomerang, Voilà. exactement, exactement. C'est quelque chose qui on est aussi j'ai trouvé cette formule dans ma tête, mais on est aussi quelque part des dominants dominés par notre propre domination. On est, comment dire? Il faut être, heu heu, on f on fait partie d'un comment dire? D'un large groupe social et les hommes qui veulent être des hommes aussi, quelque part, qui veulent être des surhommes, Mm. quelque part, excluent les non-hommes. C'est-à-dire Mm. les non-hommes, ça peut être, effectivement l'autre genre, ça peut être les non-hommes, c'est-à-dire ceux qui ne portent pas la virilité, au sens, physique ou au sens, sexuel, c'est-à-dire, les gens qui s les hommes qui sont dans un autre, qui portent un autre désir sexuel que le désir hétérosexuel, ou qui sont des non-hommes, ça veut dire, aussi je dirais quelque part aussi les enfants aussi, d'une Mm. certaine manière. C'est-à-dire ceux qui ne font pas partie de ce spectre, Mm. de De la dominant. surpuissance. Et aussi parce qu'il y a un truc aussi bizarre, c'est que quand on décrit, on demande la description de ce qu'est la virilité, on utilise des termes comme par exemple la puissance.
ou la compétence, ou la détermination. Et qui, moi, sont des choses qui sont finalement plutôt abstraites, et qui sont pas forcément une véritable définition de ce que moi j'imagine être un homme, qui sont quelque part des, euh, des, euh, des abstractions qui sont quelque part impossibles à atteindre. Alors, compétence, on peut dire oui et non, mais en même temps, oui, ça a peut-être des logiques, et donc on crée une logique capitaliste pour dire oui, la compétence, elle est là-dedans. Et pour le coup, moi, je me pose la question de savoir si la logique capitaliste dans laquelle on est rentré depuis tant d'années, de dizaines d'années, de siècles, alors, on va commencer par parler en termes de siècles par rapport au capitalisme maintenant. Est-ce que c'est pas finalement les hommes qui ont créé cette idée-là pour justement se comparer à d'autres hommes? Et finalement, est-ce que ce n'est pas, est-ce que le capitalisme créé par les hommes n'est pas, n'est pas, euh, n'est pas, comment dire, un point de départ pour réfléchir aussi sur la manière dont les hommes finalement répandent leur toxicité masculine? C'est peut-être un petit peu audacieux ce que je viens de dire. Je ne sais pas si ça a vraiment de sens. Après, je n'oublie pas, enfin, faut pas oublier Mhm. que là, c'est des choses que j'ai dans la Oui, tête. Je suis pas non plus sociologue, je suis pas non plus économiste. Juste, c'est très intuitif. Et c'est pour ça que je fais une BD marrante, parce que oui, justement, dans l'humour, je peux tout mettre. ah Et donc oui. là, effectivement, là, je parle de manière un peu sérieuse, mais peut-être parce que j'ai envie que d'autres personnes s'emparent peut-être de mes intuitions que je mets de Oui, manière satirique dans mon livre, oui. et, et peut-être d'analyser, d'aller un petit peu plus loin pour savoir si finalement la caricature que je propose a un, comment dire, a un sens. Mais il faut toujours, je pense, aller un peu plus loin dans la caricature, justement pour que les gens pour que les lecteurs ou les lectrices se disent, ah ben non, là c'est pas moi, mais il y a un peu de moi dedans, voilà. Et que ça permette de réfléchir un petit peu à sa position euh, dans la réalité. Mhm. La position du lecteur ou de la lectrice dans un livre permet de comprendre sa position dans la réalité hors du livre. Aussi exacerbée soit-elle. Aussi exacerbé soit-elle, oui, Parce c'est sûr. qu'effectivement, alors, on ne peut que saluer vraiment votre magnifique talent d'artiste, de poser un regard, une perception sur le monde et de venir la traduire avec une intention tellement précise, des gestes tellement sûrs, des beaux traits, d'une expressivité qui nous laisse complètement quoi. Ouais, Et là, c'est ah bah oui, gentil, non mais je ne pensais pas aller jusque-là, je j'ai ne crois pas réussi que à je suis enregistrer. seule à le penser, Ok. très clairement. Et en fait, vous avez aussi joué là, de ces codes en posant ce petit animal, ce champion, ce chien, qui est très comique, lui tout seul, vraiment. Ben, je ne sais pas, il faut peut-être songer à faire une BD de champion à un moment donné, hein, Ah parce que oui. franchement, c'est génialissime. Et l'image qu'elle renvoie dans cette dimension-là que vous nous proposez, qui est un peu cacophonique par moments hein, entre les hommes, Oui, et ce chien qui est là avec ses pulsions, etc., qui représente aussi bien qu'on doit peut-être poser un peu les choses et observer le monde qui nous entoure. oui, oui, mais c'est vrai que, alors, c'est vrai que moi, j'ai fait pas mal de bouquins avec des chiens, hein. J'ai fait un bouquin qui s'appelle Poppy sur les chiens zombies. J'ai fait un bouquin qui s'appelle Quand nos chiens se rencontrent sur des chiens qui se reniflent les fesses, un bouquin pour enfants qui a jamais marché parce que c'était pas vraiment pour enfants en fait. Mais, mais effectivement, j'avais besoin qu'il y ait dans ce livre aussi un animal ou aussi quelque part un représentant de la pulsion. Voilà, un Mm. représentant de la pulsion animale, peut-être aussi en miroir Mm. de ce qu'est la pulsion animale masculine, en peut-être en l'interrogeant, c'est-à-dire en disant mais est-ce que vraiment nous-mêmes, les hommes, on est aussi, est-ce qu'on est des animaux habités par les pulsions? Très probablement. Mais est-ce qu'on est des animaux qui ne contrôlent, qui sommes tellement habités par nos pulsions qu'on n'arrive pas à les contrôler? Et quelque part, il y a aussi ce truc que j'interroge avec l'idée de supprimer l'hormone de la testostérone de certains des hommes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui reste si on enlève la libido?
si on enlève l'alibi de la masculinité, comment dire, hormonale, comment dire, naturelle des hommes. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas quelque chose qui s'est construit pendant des années, si on enlève cette animalité, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, est-ce qu'on n'utilise pas la pulsion masculine comme un alibi pour finalement finalement ne pas réfléchir à nos actes? Voilà. Et en dehors de ça, il y avait aussi un truc intéressant, c'est que le jour où j'ai eu une discussion avec quelqu'un que je connais, avec un homme, pas plus alpha que ça, mais un homme, un ami, et, une discussion sur la castration d'un chat, de son chat. Et il disait, il y avait une espèce de mimétisme entre le chat et lui. Genre, je ne pourrais pas faire ça au chat parce que je ne pourrais pas imaginer qu'on me le fasse. Alors déjà, il y avait un truc, c'est qu'il y a une espèce de confusion dans la Oui, tête. qu'est-ce que C'était c'est la castration? qu'est-ce que c'est que la Oui, castration oui. et qu'est-ce que c'est que justement, comme s'il y avait quelqu'un avec des gros ciseaux qui Oui, allait couper les coupé. couilles du chat. Et je me disais, mais tiens, c'est marrant, tu, il est. J'ai pas tout de suite réalisé, j'ai pas tout de suite répondu à ce garçon, mais je me suis dit, c'est marrant, il y a une identification avec l'animal domestique, une identification évidente avec l'animal pulsionnel, avec, euh, avec finalement un animal qui effectivement n'a pas forcément les cartes, n'a pas forcément la réflexion pour pouvoir maîtriser ses pulsions. Et je dis, bah, quelque part, dans sa tête, il a intégré l'idée que c'était un animal qui était, comment dire, irraisonnable. Et, euh, et, euh, et je pense qu'il a tort. En fait, je pense qu'il a tort. C'est pas un animal irraisonnable. Quelque part, c'est étonnant cette panique de la castration. On en est quand même encore là aussi. Alors peut-être qu'il y a des raisons psychanalytiques, hein. Il y a peut-être, c'est pareil, hein, s'il y a des spécialistes De la de la castration, castration. spécialistes de la castration animale, Oui, ou, qui veulent qui, vraiment s'emparer de qui veulent sujet. s'emparer du sujet, libre à vous, hein, genre je ne fais pas de parallèle. Ce n'est pas un livre pour castrer les hommes. Et il y a ce truc-là aussi qui est assez marrant, c'est quand on parle quand on parle de féminisme à certains des hommes, ils voient tout de suite une, une, Menace. une menace, voilà. Mm. Une menace qui s'identifie avec une femme poilue à col roulé avec des gros ciseaux. Effectivement, c'est souvent quand même des gens qui n'ont jamais croisé de féminisme dans leur vie ou qui n'ont jamais ouvert un livre qui parle de Mm. ces sujets. Par exemple, King Kong Theory, c'est un livre féministe qui parle des femmes avec aussi, avec force, avec, euh, mais avec aussi avec un humour incroyable, parce que Mm. Despentes, elle a aussi un humour très fort, et avec la possibilité d'une identification masculine. En tant qu'homme, moi Oui, précisément, en tant qu'homme, intériorité. je peux m'identifier Mhm, à la femme qu'elle décrit, mhm, ou en tout cas à la femme, à la, à la femme en tant que qu'être humain marginal dans la mm, société qu'elle décrit. mm. Euh, mais étonnamment, les hommes qui ont peur, par exemple, du féminisme, souvent, sont des gens qui ont un mythe fantasmé, Ouais, pas voilà, qui est limpide, fantasmé. pas spécialement limpide, quoi, Non, pas non, non, très non, non. clair en tout Et cas. c'est vraiment dommage parce que Ouais. euh, il y a cette idée un peu absurde que chez certains hommes, que maintenant, l'égalité homme-femme serait en leur défaveur, que les femmes, dans leur émancipation, seraient, euh, euh, seraient finalement des nouvelles dominatrices et feraient des hommes les nouvelles victimes. Et donc une espèce de position victimaire dans l'idée de s'autoriser à inverser le rôle. C'est-à-dire, ça suffit, nous aussi on a le droit d'être des victimes, nous aussi on a le droit Mm. d'être
d'être, C'est un jeu là encore. voilà. On a le droit de pleurer sur nous. Par contre, est-ce que vous avez le droit, vous, de pleurer sur vous-même? Ça, enfin, c'est encore autre chose. Mais je pense qu'il faut que pas mal d'hommes comprennent qu'ils sont plus victimes du regard masculin que du regard féminin. C'est pas facile de se débarrasser du regard masculin. Je dirais d'une certaine manière, euh, moi je suis né je suis né en 72, donc j'ai fait mon enfance dans les années 70, puis dans les années 80. Et le regard masculin dans la culture, enfin, il est encore pas mal là, mais ça a changé quand même. Sur les 10 dernières années, ça a quand même pas mal changé. Mais en 80-90, le regard masculin sur la culture, le male gaze, ce qu'on nous proposait à nous, pas forcément en tant qu'homme, mais en tant qu'enfant, par exemple, dans les cultures, c'était Bénil, le collar au chaud, des choses très grivoises, etc., où le regard masculin était dominant par rapport à un regard féminin. C'était le striptease des copines de l'école des savanes. C'était quelque chose qui était assez, très répandu. Et moi, il a fallu que je me débarrasse aussi de ce truc-là. Je, veux dire, je- j'ai vécu dans un, on a vécu dans un monde qui était aussi, moi-même en tant qu'homme, j'ai vécu dans un monde qui était régi par les hommes. Et je ne sais pas si j'ai envie toujours d'être dans un monde qui est régi par les hommes. Après, il y a des espaces. Peut-être que moi, je me suis construit avec des espaces où le regard masculin était différent. Je pense, par exemple, à un dessinateur comme Rezer. C'est un dessinateur qui, très tôt, comment dire, n'a- s'est détaché de son regard masculin, même s'il y avait des choses très sexuelles, très sexualisantes, des rapports hommes-femmes, comment dire, mais il était hors de la grivoiserie. Il était vraiment très cru, il allait très très loin. Il y a une bande dessinée qui est géniale qui s'appelle Janine, par exemple, où il parle d'une meuf qui veut, je sais pas si, je crois qu'elle veut pas d'enfant, ou elle en a de temps en temps, enfin bref, peu importe, qui clope, qui fume, qui boit et qui en a rien à foutre, et qui est quelque part tout le contraire de ce que le regard masculin demandait, en tout cas à l'époque, à Mm. une femme, y compris dans une logique de libération sexuelle. Et moi, ça a été fondateur, quoi. Par exemple, mon regard d'être humain, et j'essaie d'avoir un regard ni masculin ni féminin, d'avoir un regard plutôt proche de ce que je considère d'être humain, oui. Oui. Il a été aidé par la lecture de Rézère. Donc évidemment, bon, est-ce qu'il faut mettre Rézère dans toutes les mains? À quel âge, j'en sais rien. Mais Rézère, c'est très... on oublie à quel point Rézère a été a donné un regard euh, euh, comment dire, démalifié. Voilà. Et c'est intéressant. Maintenant, il y a d'autres choses hein, qui existent. Mais Rézère, c'est un point de départ intéressant comme, euh, euh, comme satiriste social. Et voilà, moi j'ai pu faire de la satire sociale dans le dessin de presse pendant très longtemps, mais je pense que pour parler des problèmes justement liés à la virilité, il me fallait du temps pour sortir quelque chose. Et c'est vrai que maintenant, je suis plus dans le dessin de presse, je suis dans un temps plus long, le temps du livre. Oui. Et c'est vrai que c'est un livre qui est un peu Voilà, gros. 300 pages qu'on ne peut que vous encourager à découvrir, donc paru aux éditions Albin Michel, encore une fois, Testostérore. C'est vrai que toutes bonnes choses prennent fin, Ah et oui, c'est le cas maintenant 300 pour pages de nous, conneries, Luce. attention, parce que c'est pas que... Là, on a parlé très sérieusement, Oui, mais c'est oui, non, aussi mais c'est comme ça. faux. Hein? Ouais. Ah oui, ça, Ah oui, vous comprendrez, il y a un ouais, nouveau allez-y, signe de cherchez, ralliement. cherchez à comprendre. Et puis, On puis, il se y a un marre. chien, ça, c'est important. Ah oui, oui, et on se marre. Merci infiniment Oh, de ce moment ici à la j'étais très librairie. bavard. J'ai encore un homme qui parle trop longtemps. Un vrai plaisir partagé Merci avec beaucoup. vous également. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Au Merci. revoir. Au revoir.